Il y a vraiment débat avec lui? Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau À son Prime, tu choisis qui? Entre aujourd'hui Daniele De Rossi et Michael Essien. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, est-ce que tu es chaud déjà pour aller représenter l'ami Daniele De Rossi pour À ce Prime, tu choisis qui? Bah à fond, parce que je vais pas te mentir, moi ça fait partie de mes joueurs préférés des dernières décennies au moins, quoi. C'est un joueur qui m'a beaucoup marqué et que j'aimais beaucoup. Ouais, je développerai pourquoi, hein. Mais de par son poste, son charisme, sa nationalité, tout ça, j'ai un gros affect sur le joueur. Donc on part déjà avec un gars que t'aimes vraiment particulièrement. Là, on n'est pas juste pour le défendre, ouais, juste pour essayer de l'aider. Non, on parle d'un joueur que t'aimes véritablement. Donc normalement, tu vas y mettre le cœur pour le défendre. Ouais. Mais sans rentrer dans les détails, j'ai cru comprendre qu'un Michael Essien, c'était un joueur que t'appréciais quand même un minimum. Ouais, oui, ça va être un peu un crève-cœur parce que Essien, je pense que c'est aussi un des milieux, on va dire un des milieux centraux qui m'a le plus impressionné aussi dans l'ère moderne du foot. Donc c'est un gros duel, même pour moi, c'est compliqué, mais bon. Après De Rossi, Daniele, c'est pas possible. C'est vraiment c'était vraiment compliqué là. Bon, mais en tout cas, t'es plutôt dans une zone de confort avec un joueur, comme tu l'as dit, plutôt iconique, sans rentrer tout de suite dans la description, mais un joueur un peu iconique, italien. Bon, j'ai compris que ça te parlait et que c'était ce genre de joueur-là qui te donnait envie de défendre. Donc, ok, c'est bon, on est bien parti, on a bien compris. Donc, d'un côté, De Rossi avec Nicolas et de l'autre côté, Michael Essien avec Jajai. Donc, vous connaissez aussi un petit peu le principe du fonctionnement de À son Prime, tu choisis qui. Première partie, on s'attarde sur les stats. Donc, les stats en club, les stats en Champions League, en Ligue des Champions, en sélection, Coupe du Monde et en pro. Dans la deuxième partie des stats, on va s'attarder sur le palmarès et d'autres stats un petit peu intermédiaires. Et dans la deuxième partie du débat, on s'arrête sur la sensibilité foot, où on va revenir sur le fait majeur du joueur, la régularité, l'importance dans l'équipe, le charisme et la durée du prime. Ça te va toujours, mon copain? Are you ready? Parfait. Allez, c'est parti. Alors, moi, je te propose de commencer avec les stats en club de mon poulain, donc Michael Essien. Donc, en club, moi, ça me donne 545 matchs, 58 buts et 22 passes décisives. Pour toi, du côté de De Rossi, ça donne quoi en club? Alors, il y a 623 matchs, 64 buts et 60 passes décisives. Ok. Bon, alors si on fait la confrontation des deux, bon, on s'aperçoit que en club, il y en a un qui a plus joué que l'autre. On a De Rossi qui fait quasiment une centaine de matchs de plus. Et au niveau des passes, moi, je vois juste au niveau des stats purs, je vois juste une différence au niveau des passes. Je le vois beaucoup plus passeur De Rossi qu'un Essien, parce que sur les buts, c'est quasiment pareil, à mes yeux. Ah ouais, moi je comptais aussi en parler un petit peu dans la partie sensibilité, mais clairement, en fait, De Rossi, il avait quand même ce côté plus créateur, tu vois. Il était, alors effectivement, parfois, ils étaient dans des zones similaires du terrain. Essien, tu voyais des feuilles de match, mais en termes de rôle, en fait, De Rossi, il a quand même longtemps eu, notamment à la Roma, ce rôle de rampe de lancement, en fait, et en sa capacité de faire même des dernières passes, notamment quand tu avais l'équipe qui jouait plutôt bloc haut et que lui, du coup, il avançait.
Donc ouais, lui, il avait quand même un pied, son jeu long en plus était magnifique aussi. Donc ouais, ça m'étonne pas qu'il ait autant de passes D sur sa carrière. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est la qualité de son jeu long, parce que sur on va dire son positionnement. Alors ok, peut-être à certains moments il est un peu plus haut, mais pour moi, De Rossi, c'est toujours le gars qui est devant la défense. Enfin, c'est le 6, c'est plutôt pour moi le 6 devant la défense. Et plus la carrière avance, et plus il se stabilise, il avance moins sur le terrain, voire même il passe en défenseur central. Donc le voir avec 60 passes D, ouais, pour moi, ça me fait appel à son jeu long, qui doit être quand même peut-être au-dessus d'un Essien. Et au niveau des passes, et au niveau des buts, pardon, je pensais, pour le coup, avant de regarder les stats, que Essien était devant. Je le voyais plus buteur Essien qu'un De Rossi, et au final, c'est quasiment la même chose. Donc, si on doit regarder le bilan en club, j'avoue, j'aime bien Essien, je défends Essien, mais il y en a un qui est plus passeur. Est-ce que pour autant, il l'emporte sur cette catégorie de bilan en club? Moi, j'ai envie de te dire que c'est un peu similaire, mais peut-être un avantage pour De Rossi. Après, à toi de me dire. Ah bah oui, quand même. Il y a plus de matchs, donc une plus grande longévité au haut niveau. T'as donc les buts, on va dire match nul, et les passes décisives, De Rossi est supérieur. Donc pour moi, c'est quand même De Rossi qui remporte la première manche largement, hein. Sachant que bon, tu vois, il faut aussi, je trouve que c'est logique après de voir tout de manière globale. Mais les passes décisives pour ce genre de poste, c'est hyper important, tu vois. C'est même central. La longévité aussi à ce poste-là, c'est difficile. Donc c'est particulièrement central aussi. Donc pour moi, la première manche, elle va De Rossi là-dessus. Et effectivement, en nombre de buts, moi aussi, je pensais que Essien en avait mis un tout petit peu plus. Mais en fait, non. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que De Rossi, il mettait aussi beaucoup de buts de la tête. Il avait un super timing. Il faisait un peu plus d'1m80, donc il était plutôt grand, ça va, et il avait un super timing, une très bonne détente. Donc il a mis aussi pas mal de buts sur corner et sur coup de pied arrêté. Donc ça compte aussi, hein. Non, ça c'est sûr. Et puis après, spontanément, je l'ai vu aussi tirer 2-3 penalties, mais c'était plus à la limite avec la nationale que la Rome. Les penalties pour il y en a qui étaient plus avec la Roma aussi, des pénaux, mais c'était pas non plus souvent c'est pas forcément le tireur attitré. Parfois il les tire, mais pas tout le temps. Bah oui, et puis après, à partir du moment où tu es dans une équipe où tu as Francesco Totti, je pense que les penalties, ça sert peut-être un peu à rien d'aller les prendre. Tu peux peut-être les laisser. Ouais. Tu peux peut-être les laisser. Bon, ok. Ouais. Donc moi j'ai essayé d'introduire un match nul sur cette catégorie. Bon, ok. J'ai compris. Je prends mon point et je te le donne. Je te le donne pour le bilan club. Donc ça fait un point pour De Rossi face à Essien pour cette première confrontation. Alors, je vais te proposer la seconde catégorie. La seconde catégorie, c'est là le bilan en Ligue des Champions. Alors, bilan en Ligue des Champions pour Michael Essien, ça donne 76 matchs, 11 buts et 8 passes décisives. De ton côté, pour De Rossi, ça donne quoi en Ligue des Champions? Alors, on a 61 matchs, 8 buts et 4 passes décisives. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire spontanément sur les stats en Ligue des Champions? Est-ce que pour toi, tu penses aussi que c'est un peu la même chose, ou tu vois une certaine différence entre les deux là? Non, alors évidemment, toi, tu vas dire qu'au niveau statistique, au niveau en termes de chiffres, Essien au-dessus, et tu aurais raison. Je vais quand même nuancer par deux choses. Alors après les deux sont dans le même panier, que mettre autant de buts, être autant décisif à ce poste-là en Ligue des Champions, on est quand même sur des gros joueurs, hein. On est quand même sur des joueurs monstrueux. Hein, voilà. T'as raison de le préciser, parce que quand même, si tu vas prendre par exemple les stats de milieu def de maintenant, je pense pas que t'as des stats comme ça, vu leur positionnement. Encore une fois, on parle de gars. Alors pour De Rossi, on vient de parler, qui est vraiment devant la défense, et Essien. Alors ok, il a peut-être un côté plus box to box, mais quand même, on parle d'un gars qui est placé devant la défense, hein, qui est pas là pour la création. Ouais, clairement. Et donc ça c'est quand même assez dingue. Mais là où moi je vais relativiser aussi, c'est le côté dominant des équipes. Et en fait, tu fais 61 matchs de Ligue des Champions avec la Roma.
qui a pas eu toujours un effectif vraiment taillé pour être compétitif en Ligue des Champions, contrairement à Essien, qui a la plupart du temps été dans des équipes vraiment monstrueuses. Son Chelsea, c'était une des plus grosses équipes d'Europe en termes d'effectifs et de potentiel. Son passage aussi au Real, bon voilà, t'es au Real, enfin bref, c'est même Lyon, bon, il y a aussi Lyon. À regarder. Et même Lyon, si on est très honnête, oui, Lyon, Lyon, c'est un Lyon qui est costaud, qui a des ambitions des champions. C'est un Lyon qui est c'est vrai que j'ai pas tout de suite cité Lyon, mais effectivement, le Lyon de cette époque-là faisait peur à beaucoup de monde en Europe. Donc non, mais bien sûr. Donc c'est pour ça aussi, il y a relativité sur le côté un poil inférieur des statistiques en Ligue des Champions de De Rossi vis-à-vis de ça finalement. Alors, ok. Alors moi, juste pour cette catégorie-là, c'est ce qu'on a fait dans les derniers. Alors, il y a le bilan Ligue des Champions statistique, c'est celui qu'on est en train de faire. Maintenant, moi, c'est ce que j'essaye aussi un peu d'introduire là-dedans, et c'est pareil pour la Coupe du Monde, c'est qu'ok, bien évidemment, il y a les stats pures, comme on vient de les voir, 76, je les repartage, 76 matchs, 11 buts, 8 passes D pour Essien, 61 matchs, 8 buts, 4 passes D pour De Rossi. Mais si on doit véritablement comparer les bilans Ligue des Champions, on peut pas mettre de côté qu'il y en a un qui remporte la Ligue des Champions avec des parcours majeurs, pendant que l'autre, je suis d'accord, je te sens arriver, tu vas me redire l'équipe qui est moins dominante, mais n'empêche que en Ligue des Champions, il y en a un qui est plus marquant que l'autre. Et ça a laissé plus de traces qu'un De Rossi. Oui, non, là-dessus t'as raison, on va pas se mentir. Et puis même il a mis des buts hyper marquants, extraordinaires. Le but d'Essien contre le Barça notamment, on s'en souvient tous, de fou. Donc non mais bien sûr après évidemment que De Rossi il a aussi des perfs hyper marquantes contre le Barça aussi la fameuse remontada il est extraordinaire sur le match c'est ça. Et puis il faut se le coltiner le milieu de Barça donc lui il a réussi à prendre le dessus, à faire en sorte que la Roma prenne le dessus à un certain moment du match sur le milieu de terrain du Barça. Enfin, son match il est fou. Non bien sûr. Donc après quand j'essaie de dire ça, t'as raison. Faut aussi préciser dans ce genre de débat. Bah oui, il y en a un qui était dans des équipes peut-être plus dominantes que l'autre, donc forcément ça a un impact sur le bilan statistique final. Maintenant, voilà, je vais pas aller militer gratuitement. On est sur un débat de gentleman. Si je vois que tu me fermes la porte, bon bah ok, très bien. On restera sur une égalité. Mais là, pour moi. Pour celui-là, je partirais quand même sur un point donné en Ligue des Champions pour le bilan pour Michael Essien. Mais comme j'ai dit, on est à deux. Je te le donne. On est ok. Ah, c'est beau. Oui, non, bien sûr. Bon, c'est beau. C'est bien. Ça montre que l'idée c'est de défendre chacun de notre poulain, mais il faut essayer aussi, pareil, de mettre de l'objectivité et de faire un débat un minimum impartial. Donc je vois, c'est ce que tu fais. Je salue. Bon, on va voir si on va continuer à garder cette entente. Là où on va arriver sur le bilan en sélection. Alors, bilan en sélection, moi j'ai 59 matchs, 9 buts et 5 passes décisives. Toi, de ton côté, ça donne quoi du côté de chez De Rossi en sélection? Moi, j'ai 117 matchs, 21 buts, 5 assists. Non, là, c'est fou. Non, là, il faut le dire. Non, là, ouais, il faut le dire. 20 buts, tu te rends compte? 117 matchs, il est décisif, environ donc 26 fois pour son poste, c'est fou. Il y a des neufs, c'est-à-dire qu'il y a des attaquants de pointe dans certaines sélections qui ont quasiment autant de sélections et qui ont autant de buts. Ouais, non, mais le pire, c'est que je suis en train d'imaginer, mais oui, le pire, c'est ça. C'est que 117 matchs, 21 buts, 5 passes. Allez, peut-être pas un attaquant, mais en tout cas, un joueur offensif qui a ces stats-là, ouais. Honnêtement, c'est largement possible de trouver un mec avec ces stats-là. Et on l'a dit depuis tout à l'heure, ça reste un gars qui était numéro 6, qui a même reculé au fur et à mesure de la carrière en sélection. Là, je parle vraiment en sélection, qui a reculé au fur et à mesure, qui a terminé dans la défense à 3. Ouais, non, là, quand même, c'est des stats, et je défends ici, mais 59 matchs face à 117, déjà, on n'est pas sur la même chose. Et puis, on vient de le dire, le 21 buts contre 9 et 5 passes décisives des deux côtés. Bon, non, là, je pense que celui-là, ça sert un peu à rien
c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'on peut juste le souligner en sélection, il est beaucoup plus majeur, De Rossi. Non, mais bien sûr. Et puis bon, alors après, vu que toi t'as invoqué la Ligue des Champions, je suis obligé d'invoquer la Coupe du Monde. Hein. Voilà, on a un joueur qui a gagné la Coupe du Monde. C'est celle qui continue après. T'inquiète pas, il y a un point à récupérer pour justement la Coupe du Monde. Et sans spoiler, il y a de fortes chances pour que celui-là aussi, De Rossi, il arrive à le récupérer ce point. Donc là, juste sur le bilan en sélection. Moi, ce que je vois, c'est que oui, voilà, il y en a un qui est majeur en sélection, qui est là, qui a fait une quinzaine d'années en sélection, alors que l'autre, alors ça, c'est son histoire, c'est le problème aussi de on va dire de santé, le genou qui commence un peu à lâcher, on va dire la régularité qui lâche aussi un petit peu. Et oui, bah sur la partie sélection, là, ça se voit. Autant en club, il peut y avoir, je pense, encore un petit peu débat entre les deux, mais là sur la partie sélection, non. Pour moi, zéro débat. Donc pour moi, pour De Rossi. On est d'accord? Je présume que tu veux pas rajouter quelque chose. Bon, donc là, on a commencé un tout petit peu à en parler. On va donc s'attarder véritablement dessus sur les stats en Coupe du Monde. Alors, bilan en Coupe du Monde, chez moi, ça va aller assez vite. C'est 4 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Donc c'est assez simple. Pour toi, ça donne quoi pour De Rossi en Coupe du Monde? Bah, ça donne 8 matchs, 1 but et 2 passes décisives. Ok. Donc le double, il marque, il fait 2 passes décisives. Et sans spoiler notre débat, oui, il va remporter la Coupe du Monde en 2006. Donc bon, oui, ok. Je peux rien dire. Là, c'est dommage parce que tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi, ce débat, il aurait pu être peut-être presque un poil différent, même si ça aurait été compliqué, mais si, en fait, Essien, il avait pu être là, face à l'Uruguay, en fait. Et il est pas là. Il joue pas. Ah, il est blessé. Et si ça se trouve, ouais. Donc, en fait, s'il est là, bon, je dis pas que s'il est là, le Ghana passe, mais bon, quand même, avec Essien sur le terrain, tu as une meilleure équipe. Ah ouais, et si, voilà. Et si en 2010, si tu l'as dans ton équipe nationale et quand t'es le Ghana, oui, c'est un plus. Maintenant, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on est en train de comparer le bilan en Coupe du Monde des deux. Est-ce que pour autant, même s'il joue ce fameux quart de finale en 2010 contre l'Uruguay, est-ce que le Ghana va au bout? Tu viens de le soumettre. Ça m'étonnerait. Non. Donc, mais quand même, demi-finale, ça aurait été la première demi-finale d'un club africain avant le Maroc, tu vois. Il l'aurait fait, ça aurait été historique et t'aurais quand même plus d'arguments, on va dire, même si je pense que, bon, peut-être que Essien l'aurait quand même emporté, mais ça aurait peut-être porté le débat un peu plus loin. En fait, moi, je pense que ça doit être un des plus grands regrets de sa carrière, ce match à Essien, notamment en sélection, parce que qu'il puisse pas participer à ce match-là, il a dû hyper mal le vivre, je pense. Surtout vu le scénario et tout, enfin. Le scénario, oui, ça, je pense. Alors, je pense que c'est pas le pire. Je pense qu'à Samoa Gyan, je pense que il a jamais retrouvé véritablement le sommeil depuis. Je pense que ça a dû être compliqué. Non. Mais t'as raison de le préciser. C'est vrai que s'il y a ce match-là, que Essien y participe et que ça passe derrière, ça donne une demi-finale et sur une demi-finale, qui sait, ça peut peut-être passer et finalement, le bilan aurait été un petit peu différent. Maintenant, et pourtant je défends Michael Essien, même je pense avec cette demi-finale, De Rossi en Coupe du Monde, oui, à partir du moment où il la remporte, il joue la finale en 2006, bon, tu vois, et il va marquer son péno en plus, tu vois, il est vraiment et il va marquer un péno extraordinaire. À son âge, à l'âge qu'il il est jeune encore, hein. Il va se pointer à la séance de pédo, il te met une praline en licarne en mode j'ai aucune pression, je viens tirer mon péno, je repars. Mais le monstre mental que tu le sais déjà. Tu vois comment il tire son péno en finale de Coupe du Monde, tu dis ce mec-là, il va pouvoir porter une équipe sur son dos, il n'y aura aucun problème. C'est ça. Et moi, je me souviens très bien. À l'époque, il y avait, je parlais avec des gars qui étaient plus âgés que moi, qui connaissaient la nationale depuis plus longtemps. Et quand j'avais vu arriver De Rossi, moi, je le connaissais pas réellement. Donc, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Qu'est-ce qu'il arrive en sélection? Il a qu'une vingtaine, trentaine de matchs. Et les gars m'avaient dit, avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de bouteilles, t'inquiète pas que lui, il va aller très loin. Et
je sais pas, tu vois, je m'étais dit ouais, mais quand même, le petit gamin. En plus, il prend son carton rouge contre les États-Unis au premier tour. Il est nerveux. Je me dis ok, franchement, je suis pas trop rassuré. Et quand je le vois sur la finale titulaire, je me dis oh là là, franchement c'est un gros pari. Et comme tu viens de le dire, que ce soit et le penalty, le match et la suite de la carrière, bah ouais, en fait, tu vois déjà, même à cet âge-là, que le gars, il est déjà largement au niveau. Et en termes de mentalité, ouais, non, mais il y a strictement rien à lui dire alors qu'il est tout jeune. Donc non, vraiment, De Rossi, c'est vraiment très très fort en sélection. Ok, bon, bah donc là on va être assez d'accord donc pour le point qui va être donné donc pour la Coupe du Monde. Maintenant, il reste la dernière stat qui nous reste à étudier, c'est le bilan en pro. 604 matchs, 67 buts et 27 passes décisives pour l'ami Michael Essien chez les pros. Toi, ça donne quoi pour De Rossi? Et moi, ça donne 740 matchs, 85 buts et 65 passes décisives. Ok. Alors, est-ce que là, bon, je vois une longévité plus importante pour un De Rossi. Sur les buts et sur les passes, bah oui, 85-67 et 65-27. Oui, il y a encore un truc qui ressort pour moi principalement, c'est l'histoire des passes décisives. Et vraiment, De Rossi sur l'ensemble de sa carrière, il est beaucoup plus passeur qu'un Essien, et sur les buts, ils sont sensiblement pareils. Oui, si, parce que toi, en fait, tu calcules un petit peu en ratio but par match, donc comme il y a un peu plus de matchs chez De Rossi. Après, moi, ce ratio-là, je le fais plutôt avec des attaquants. Sur le milieu de terrain, ça peut être un peu plus à relativiser. Mais on va dire que dans l'idée, de toute façon, là où ça se démarque beaucoup, c'est longévité de carrière et passes décisives. Donc, on l'a déjà dit, passes décisives, voilà, le jeu long. Mais même pas que jeu long. Moi, je me souviens que De Rossi avait la capacité de faire ces passes claquées à ras de terre qui cassent des lignes, là, dans les intervalles entre les joueurs. Et des fois justement des passes pourtant au sol qui faisaient 30 mètres, qui vraiment des passes millimétrées. Ça, il est en capacité de le faire. Il avait un super pied, donc moi ça me choque pas tant qu'il ait autant de passes décisives. Il avait vraiment un pied. En fait, il y en a certes ceux qui le connaissent pas tant et qui parfois fonctionnent un petit peu avec avec la réputation qu'il pouvait avoir sur le fait qu'il était nerveux, notamment quand il était plus jeune, ses cartons rouges, disait que c'était un peu un destructeur, qu'il allait à la bagarre, qu'il allait tacler, qu'il était agressif, ce qui est vrai. Mais faut pas oublier que... On peut pas le résumer comme ça. Mais c'était un immense créateur, un immense régulateur de jeu. Donc quand son équipe avait le ballon, il se cachait pas. C'était pas... attends, on parle de De Rossi, on parle pas de Cristante, là. On est sur un autre standing, tu vois. Il savait vraiment tout faire. Donc, faut pas le résumer seulement à son agressivité. Bah, au pied, il était très, très fort. Hein. Non, sur ça, je suis d'accord. Et peut-être qu'aussi, dans le profil, outre cette facilité dans la passe, je pense qu'on le responsabilise plus. Il était plus responsabilisé dans le jeu, on va dire, dans la construction du jeu, qu'un Essien, où pour moi, Essien, on va dire, toute la partie dernière passe, bah, quand tu joues avec Frank Lampard, ou que tu joues avec Juninho pendant un temps, bon, bah, c'est pas toi qui vas t'occuper de cette dernière passe. En fait, c'est pas toi. Et le côté buteur, bah pareil, quand t'as des mecs devant qui sont capables de pouvoir aller les marquer, bon bah oui, il a été marqué des buts, mais c'est vrai que il a plus participé peut-être à l'équilibre de l'équipe, mais ça c'est des stats qu'on n'arrive pas à quantifier, mais il a été pour moi très important pour l'équilibre. Après tu me diras que De Rossi aussi a été important, mais voilà, en tout cas juste sur les statistiques en pro, oui, il y a un truc qui ressort, c'est que quasiment, on va dire, sur un ratio pareil, il y en a un qui fait beaucoup plus de passes, et à l'arrivée, bah, vu que sur les buts, c'est quasiment la même chose, j'ai encore envie de donner le point à De Rossi sur ça. Maintenant, à toi de voir si pour toi, ça, oui, non, bien sûr. Ouais, bah oui. Oui, bien sûr, il y a plus de... Ouais, il y a plus de matchs, plus de buts, plus de passes décisives, et même si on peut prendre le ratio but par match pour essayer de lisser un peu plus, on arrive quand même
a quelque chose de très similaire à ce niveau-là. Donc, en fait, il est au-dessus. En fait, on peut pas tourner le truc dans tous les sens. Non, bah écoute, j'essaye. Hein. Tu sais, j'essaie de prendre des détours. Tu vois, on sait jamais. Peut-être qu'entre-temps, allez, il va se dire peut-être l'équilibre des siens ou ceci. Bon, non, ok. J'ai essayé. Bon, donc sur la partie stats, on vient de terminer les stats principales. Bon, on va être clair. Là, pour l'instant, il y a un petit avantage pour De Rossi qui vient de se mettre. On est à 4-1. 4 points à 1. Bon, va falloir rattraper un peu les choses, mon ami Michael, parce que là, ça sent pas très très bon directement. Bon, alors, je vais te proposer d'aller sur les stats un peu plus secondaires, dans les stats de discipline. Stats de discipline pour moi, j'ai 109 cartons jaunes et 8 cartons rouges pour l'ami Michael Essien. Toi, de ton côté, pour l'ami De Rossi, ça donne quoi? 65 cartons jaunes et 15 cartons rouges. Ah ouais. Bon, là, pour le coup, il y en avait un, tu l'avais précisé un petit peu tout à l'heure, mais il y en a un qui est un peu plus nerveux quand même. Ouais, il y en a un qui est un peu plus nerveux. Alors après, plus il a vieilli, plus il s'est un peu calmé, mais au départ, il était un peu tout feu tout flamme, le De Rossi, on s'en souvient, hein, des fois, il pétait un peu des câbles, il a toujours un tempérament hyper sanguin. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est incroyable aussi la maturité qu'il a pris à partir du moment où il a senti qu'il était vice-capitaine, puis capitaine de la Roma. Il avait une responsabilité et tout. Et donc, tu vois. Enfin, moi, j'ai la sensation, j'ai pas été regarder les stats en détail, mais j'ai plus la sensation qu'il prend beaucoup de cartons rouges au début de la carrière et là où il est vraiment très nerveux, et que plus ça va, l'expérience aidant, bon, il en prend un peu moins et il se calme un petit peu plus. Après, il peut péter son câble, hein, mais il en prend moins, pour moi, plus la carrière avance. Tout à fait. Donc là, c'est un demi-point. C'est un demi-point pour celui qui a été le plus correct. Je pense que là, c'est plutôt pour Michael Essien. Il y en a un quand même qui prend plus de cartons rouges quand même. Oui, non, mais bien sûr, oui, je peux donner ce point. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, j'essaye, hein, parce que là, pour l'instant, il est en train de faire la gueule, hein, Michael. Ouais. Donc, on essaye un petit peu de le relever. Alors là, on va aller sur la longévité. Longévité, moi, j'ai premier match officiel pour l'ami Essien 30 septembre 2000 et il termine le 1er mars 2020. Donc, moi, j'ai 20 ans de carrière pour l'ami Essien. Pour De Rossi, ça donne quoi en termes de longévité? On est d'octobre 2001 à février 2023. Donc, on est à 22, 22. Ok. Bon, ça, c'est un peu moins de 20 ans de carrière, 22, ouais. Donc là, c'est simple, c'est pour l'ami De Rossi puisqu'il y a plus de longévité. Donc un demi-point pour l'ami De Rossi. On enchaîne avec les pénaux inscrits. Bon alors moi c'est simple, il en a mis 0 et il en a raté 1. Donc là autant te dire que ça va être assez rapide, je pense. Oui. Ah bah oui, il en a 0 inscrit, il en a raté 1. Donc là, en termes de ratio, on est vraiment sur un truc dégueulasse. Donne-nous les stats pour voir, même si je m'en doute un tout petit peu. Ça donne quoi pour De Rossi, les pénaux? De Rossi, il en a quand même mis 13 et il en a raté que 2. Donc le ratio est pas mal. Hein. Pour un pareil, ça pourrait être un ratio d'attaquant. Hein. Ah oui, ça par contre, oui. Là, par contre, là, tu me dis 13 pénaux inscrits, 2 seulement ratés. Ouais, franchement, c'est un ratio limite d'attaquant. Donc là, encore une fois, demi-point pour l'ami De Rossi. On enchaîne avec la plus large victoire. Alors, plus large victoire, attends que je reprenne de mon côté. Alors, voilà. La plus large victoire pour Michael Essien, moi j'ai un 6-0 Chelsea-Manchester City en 2007. Pour De Rossi, ça donne... Moi, j'ai un 7-0 Roma Catane en 2006. Putain, même sur ça, je pensais que dans l'équipe dominante, il allait au moins avoir la victoire la plus large, Essien. Eh ben non, même pas. C'est encore De Rossi qui le chope. C'est quoi, au pire, franchement, tu
là-dessus, on peut mettre un match nul parce que Catane face à City, bon, alors c'est peut-être pas le City le plus fort de l'histoire, mais tu vois, peut-être est-ce qu'on peut pas se dire aussi que l'équipe en face c'est important, je sais pas. On peut faire un match nul si tu veux. Allez, qu'il est gentleman. Oh, qu'il est gentleman. Wow. Ouais, faut bien. Non, c'est vrai. Après, si on est très factuel, tu sais quoi, si on est très factuel, le City de 2007, je crois pas que ça soit une très très grosse équipe. C'est pas le meilleur City, mais ce sera toujours plus fort que le Catane du milieu des années 2000 qui faisait l'ascenseur et tout. Bon, tu vois. Bon, allez, vas-y, égalité. Allez, va pour égalité. Je la prends, l'égalité, ça laisse encore un petit peu de suspense, parce que là, ici, vraiment, il est en train de faire la gueule. Et on va terminer avec les stats secondaires, avec la plus large défaite. Alors, plus large défaite pour Essien, c'est un 7-0, un Lens Bastia, qui date de 2001. Ah, il s'est mangé une sévère branlée. Toi, de ton côté, du côté de De Rossi, on la connaît, celle-là, c'est la fameuse défaite contre Manchester United avec la Roma, le fameux 7-1 en 2007, les supporters romains s'en souviennent, elle était dure celle-là. Alors, est-ce que c'est les supporters romains qui s'en souviennent le plus, ou est-ce que c'est les supporters laziali qui s'en souviennent le plus? Les deux, oui, c'est vrai, on peut les deux. Oui, clairement, ouais. Je pense, en fait, si je dis ça, c'est que je pense que ce match-là, c'est un peu un souvenir très très douloureux pour les supporters de la Rome. Donc je pense qu'en fait ce match, ils savent qu'il a eu lieu, mais ils ont préféré ne plus jamais en parler. C'est un peu comme pour Voldemort. On n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Bon, ok. Donc la plus large défaite, c'est encore pour ton poulain. Hein. Même avec un 7-1, il arrive à prendre un demi-point, alors que moi le mien il prend un 7-0. Donc vraiment sur les stats, là on va arriver juste sur le palmarès qui va terminer cette partie factuelle, mais sur les stats, force est de constater, là j'ai pas tout le bill, j'ai noté à peu près, mais on est à 1,5 point pour Essien, 1, 2, 3, 4, 5, on est à 6, à 1,5. Va falloir que je sois bon sur la partie sensibilité pour arriver à sauver le truc. Bon, alors, il y a peut-être quelque chose qui va peut-être m'aider. C'est le palmarès. Le palmarès collectif. Alors, palmarès collectif, moi, de mon côté. Alors, je te prends ça tout de suite. Palmarès de mon côté. Voilà. Ça donne une Ligue des Champions, 2 Premières Ligues, 4 FA Cup, pas mal, une Coupe de la Ligue, un Community Shield, 2 Ligue 1 et 2 trophées des champions 2003-2004. Et c'est tout. Donc ça fait 2, 3, 7, 9, 11, 13. 13 titres pour l'ami Essien. Pour De Rossi, ça donne quoi le palmarès? On a une Coupe du Monde, on a 2 Coppa Italia, une Super Coupe et un championnat argentin. Ah, bon, alors. Dedans, chacun a un trophée majeur. Il y a une Ligue des Champions contre une Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde. Ça s'annule, on va dire. Ouais. C'est ça. Ça s'annule, même si on pourra comprendre que certains. Même si la Coupe du Monde, c'est un peu au-dessus, voilà. Mais bon, vas-y, on va dire que de toute façon, après, derrière, Essien a tellement de trophées. Ah, c'est ça, en fait. Et après, même si je suis assez d'accord, faut aussi le nuancer, tu l'avais précisé au départ, faut regarder aussi les équipes. Donc après, ça c'est le truc de chaque carrière, mais n'empêche que quand tu es à la Rome, c'est compliqué d'avoir le palmarès garni fortement, parce que tu as déjà les 3 clubs du Nord, plus maintenant je te fais une passe décisive, t'as le Napoli en plus depuis quelques années qui s'est rajouté. Donc vraiment, quand t'es la Rome, en plus il est arrivé après le Scudetto de 2000. Donc ouais, le pauvre, il a que 2 coupes d'Italie et une super Coppa quoi, avec la Roma. C'est un peu dur quand même. En fait, là où c'est difficile, on va, il y aura pas énormément de suspense. Je pense que le point il ira, mais c'est compliqué. Moi, je pense que
En fait, De Rossi, vraiment, c'est pas du tout une victoire écrasante parce que déjà il y a une Coupe du Monde, donc c'est monstrueux, ça devrait valoir 4 points. Et en plus de ça, de faire un back-to-back de Coupe d'Italie 2007-2008, ce qui est très rare hein, dans l'histoire du football italien, de gagner des trophées avec la Roma, de faire demi-finale de Ligue des Champions avec la Roma, c'est franchement, c'est très très costaud. Hein. En plus de ça, alors là où Essien en plus gagne des points un petit peu gratuits entre guillemets dans le palmarès, c'est que De Rossi lui, il a dédié sa carrière à la Roma. Alors avec le petit passage après en Argentine, mais alors que Essien lui, tu vois, il a pu étoffer un peu son palmarès avec la Ligue 1, avec la Première Ligue. Enfin, tu vois, il y a ça aussi qui compte. Mais après, hein, tu me diras, De Rossi, il est allé chercher son championnat argentin quand même. Il s'est fait joli sur le CV. Il n'a pas joué énormément de matchs, mais ça compte. Il a marqué son petit but, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc non, c'était. Il marque son petit but. Après, t'as raison. C'est-à-dire que oui, factuellement sur le nombre de trophées, bah oui, Essien est devant. Mais tu l'as dit aussi, quand tu joues dans le Lyon des années 2000, le Chelsea de la fin des années 2000. Ouais, bah c'est évident que en termes de palmarès, bah ouais, tu vas un peu plus cumuler et que oui, alors la Ligue des Champions, la Ligue des Champions a un poids particulier, mais il fait en plus deux finales de Ligue des Champions. Il y a 2012 et il y a 2009, il y a 2008 aussi contre Manchester United. Donc bon, voilà, tu vois, dans l'ensemble, oui, c'est plutôt logique que ça aille pour Essien, mais voilà, c'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une victoire écrasante parce que déjà il y a Coupe du Monde et que l'autre, bah oui, si on nuance, bah il y en a un qui est à la Roma. Donc oui, forcément, c'est pas, on va dire ça nuance. Bon, écoute, je prends le point pour mon copain. On va terminer la partie stat définitivement avec le palmarès individuel. Alors palmarès individuel, hop, je reprends ça. Voilà, palmarès individuel. Alors ça va aller vite. Moi, il a juste un titre de meilleur joueur de Ligue 1 en 2005. Alors ça paraît anecdotique, mais mine de un milieu dev comme on vient de dire. Qui est meilleur joueur de Ligue 1, c'est pas rien. Et dans aussi palmarès individuel, il est 2 fois au Ballon d'Or. Alors loin. Il est en 2005, il est 22e et en 2007, il est 24e, donc c'est pas un acteur majeur, mais n'empêche que dans ces 2 années-là, bah il est classé. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un petit quelque chose, c'est quand même un petit truc pour Essien de niveau stats. Et pour De Rossi en palmarès indiv, ça te donne quoi? Il a jamais été classé au Ballon d'Or et en palmarès individuel. Il y a pas de meilleur joueur de la saison ou quoi, mais je suis allé gratter un peu quand même parce que ça me paraissait étonnant aussi qu'il y ait vraiment rien. Alors c'est plus secondaire, mais c'est quand même important. Il est notamment nommé meilleur jeune joueur de Serie A en 2006 pour la saison qu'il fait, la saison qui l'emmène en Coupe du Monde. Donc voilà, et il a fait aussi meilleur joueur italien de Serie A en 2009 et il est dans l'équipe type de l'Euro 2012. Donc il y a quand même 2-3 trucs, tu vois. Bon. Non, parce que alors quand on parle de palmarès individuel, voilà, tu as raison de le préciser. Normalement, on s'arrête, oui, bah évidemment sur meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur. Maintenant, c'est évident pour des joueurs à ce poste-là. Ah oui, tu vas réduire fortement les chances de les retrouver meilleur buteur ou meilleur passeur, et qu'après, bah oui, on va peut-être être obligé d'aller gratter, comme tu as dit, certains trucs plus honorifiques et pas réellement officiels. Maintenant, oui, tu as raison de le préciser. Euro 2012, il est majeur avec la sélection, donc ça m'étonne pas qu'il soit dans l'équipe type de la compétition. En 2006, c'est pareil, il est bon en Serie A et ça m'étonne pas que ce soit le meilleur jeune ou le meilleur italien ou ce que tu veux, mais à cette époque-là, il est déjà important. Donc oui, maintenant on l'a dit aussi, c'est-à-dire que pour ces joueurs-là, être mis en lumière par des titres honorifiques, c'est sacrément compliqué, hein. C'est toujours la prime aux joueurs offensifs et ces deux-là sont pas des offensifs, donc même pour Essien être meilleur joueur de Ligue 1 en 2005, ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même une jolie perf, même si c'est peut-être pas le premier auquel on pense dans les années 2000 à Lyon, mais
ouais, mais parce qu'on pense, moi je pense spontanément plus à Juninho, mais pour moi Essien il est tout proche quoi. Ouais, non, mais non, non, ça, là, je te rejoins. Le fait que je l'avais carrément oublié, moi, qu'il avait été élu meilleur joueur de Ligue 1. Mais en fait, ça me choque à moitié, dans le sens où il était tellement dominant. Déjà, en première ligue, il crevait l'écran à ce poste-là. Alors, imagine en Ligue 1, en fait, il marchait sur tous les milieux de Ligue 1. Il avait, alors, on verra plus dans les sensibilités, je pense, t'en parleras. Mais, l'impact physique, défensif, l'impact en tout cas, de présence athlétique au milieu, c'était n'importe quoi, en fait. T'avais l'impression que franchement, t'avais l'impression que t'avais une espèce une moto, une Harley, qui est au milieu de terrain, qui roulait sur tout le monde, quoi. Tu vois, non, vraiment la folie. Donc, ça m'étonne pas que malgré ça, malgré le fait que c'était un milieu central, on se soit accordé en Ligue 1 pour dire que c'était le meilleur joueur de la saison. Parce que je pense aussi, et c'est bien, ça nous fait une passe D parce que là on a terminé la partie stade, donc on arrive à la sensibilité. Ça, je pense aussi que il peut avoir ce titre-là parce qu'il est particulièrement bien entouré au milieu de terrain. C'est-à-dire que quand t'as un Mamadou Diarra et que on l'a dit, t'as un Juninho ou un Thiago. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Là, t'as vraiment de quoi pouvoir t'exprimer au mieux et d'avoir une équipe, on va dire, qui met en lumière tes capacités. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il chope le titre de meilleur joueur. C'est que, ok, il fait des diffs, il est extraordinaire, ce que tu veux, mais il est aussi super bien entouré et que, oui, peut-être que cette année-là, on s'est dit, bon, on va peut-être pas récompenser Juninho. On va peut-être pas mettre un Paoletta qui prenait souvent ce type de récompense. Et là, on va mettre un Essien parce que tu l'as dit, ce côté un peu physique, un peu Harley même, tu vois, qui bouge de partout, qui te récupère la balle, qui cavale, qui peut remonter le ballon. Ouais, c'est vrai que c'était quand même particulier. Donc bon, on va s'arrêter là pour la partie statistique.